s'affiche. Je suis sûre qu'on va en avoir. Ça va partir. Et voilà. Bonjour Justine, bonjour Nelly, bonjour Christopher, Alexia, Flora, Dorothée. Ça y est, c'est parti, ça défile. Vous êtes tous présents, vous êtes tous là. Vous êtes déjà plus de 130. Vous êtes au taquet. Mais écoutez, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Rappelez-vous, l'année dernière, on a fait plusieurs éditions avec la série Les Experts Pay. Donc ça y est, on est passé côté 2025. On se retrouve pour ce nouveau rendez-vous, à nouveau, toujours en bonne compagnie avec David et Laetitia. Alors, pour ceux qui découvrent cette édition, David, Laetitia, je vous invite à, voilà, en quelques mots, vous présenter, nous dire ce que vous faites de beau, qui vous êtes. Et puis, comme ça, après, hop, on se lancera dans le sujet du jour, enfin, les sujets du jour, hein, il y en a plusieurs, bien sûr. À qui je donne la parole? Alors, David, Laetitia, honneur à qui? Je laisse la priorité à Laetitia. Allez, Allez, je je me savais. présente. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, je me présente, Laetitia Baccelli, je suis consultante en gestion de la paye et j'interviens pour Culture RH, pour tous les articles qui sont liés à la paye et un petit peu aux ressources humaines. Parfait. Voilà, j'ai fait court. Simple, efficace. Très bien. De mon côté, David Verhagen, donc je travaille chez Kelio. Kelio, c'est un éditeur de logiciels de solutions RH qui inclut notamment la gestion de la paye avec notre logiciel 1, 2, 3 paye. Et donc, moi, je suis chef de produit pour ce logiciel, donc en charge de piloter les évolutions de ce logiciel, tenant compte notamment et forcément de l'actualité paye. Parfait, donc on est entouré de 2 experts, ça tombe bien, ça c'est parfait. On est là, alors je le rappelle, mais on est là pour à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure ensemble, voilà pour, échanger sur les actualités, autour de la paye. Évidemment, ce webinaire, il est fait pour vous, donc vous qui êtes en train de nous écouter, n'hésitez surtout pas à rebondir, à poser des questions. Moi, je me ferai votre relais auprès de David et Laetitia. C'est votre webinaire, donc profitez-en. Et puis je pense qu'on est bon, on peut y aller, on peut partir, go. Laetitia, tu nous fais un petit balayage. Non, David, je vais y Oui. arriver. C'est pas moi. David, tu nous fais Oui. une petite revue du sommaire, ce qui nous attend aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, au programme, on a bien sûr, c'est le début d'année, donc les paramètres paye de l'année 2025. Ensuite, on reviendra sur une nouvelle obligation qui concerne les petites entreprises en bénéfice par rapport au partage de la valeur qui est désormais, dans une certaine mesure, obligatoire. Traditionnellement, on parle de la jurisprudence. Ici, l'actualité est dense. Particulièrement, il n'y a pas de jurisprudence particulièrement brûlante à partager. Donc, on y reviendra dans une session ultérieure, justement, pour se concentrer sur vraiment les actus les plus urgentes du moment. On fera un point aussi sur les actualités DSN, puisque chaque année aussi, la norme DSN évolue en début d'année. Et puis, on terminera par des actualités variées en paye que Laetitia vous exposera. Voilà pour le sommaire. Donc, on peut donc démarrer, effectivement, par… Allez, c'est dense, donc autant se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Et n'hésitez pas dans le chat à nous dire quel est le sujet en particulier qui vous intéresse. Et je crois que Laetitia, tu avais un peu une rétrospective à nous faire en introduction du premier sujet. Alors, oui, c'est moi qui vais Je vais effectivement en laisser la parler. parole à David, voilà. Décidément. Okay, je me tais définitivement, voilà, je vous laisse. Alors, effectivement, oui, juste pour introduire le sujet, effectivement, comme je l'ai dit, chaque année, en fait, en début d'année, on a de nombreux paramètres paye qui changent au 1er janvier 2025. C'est le cas encore cette année. Mais on est quand même dans un contexte un peu inédit sur le plan politique, puisque, comme chacun sait, les lois de financement de sécurité sociale et la loi de finances 2025 n'ont pas pu paraître au 1er janvier 2025 en raison de la censure du gouvernement. Donc, on se retrouve effectivement avec certains paramètres paye qui ne bougent pas. On va vous en parler. On va vous dire ceux qui ne changent pas également, mais qui vont certainement ensuite évoluer dans le courant de l'année 2025. Et donc, je vais laisser donc la parole à Laetitia pour commencer à parler de ces nouveaux paramètres qui changent ou qui ne changent pas selon les cas.
Ok. Donc, au niveau du SMIC, donc au 1er janvier 2025, donc exceptionnellement, il n'y a pas de revalorisation du SMIC au 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une revalorisation par anticipation au 1er novembre 2024. Donc, les valeurs en vigueur du SMIC donc, restent celles qui étaient applicables au 1er novembre 2024. Donc, au niveau donc, du SMIC horaire brut, on est toujours à 11,88 €. Et puis, donc voilà, on vous a mis différentes valeurs. Donc, pour un salarié à temps plein, donc au SMIC, son salaire donc, est au 1er janvier 2025, mais c'est également le même qu'au 1er novembre 2024, 1 801,80 €. Donc, et à Mayotte, donc voilà, à Mayotte, il y a des valeurs qui sont différentes. Donc, le SMIC il reste fixé à 8,98 €. Ce qui représente 1 361,97 € brut pour un salarié mensualisé à temps plein. Concernant donc les barèmes des contrats d'apprentissage, donc pareil, pas d'évolution. Donc exceptionnellement, sur la paye de janvier, il n'y a pas besoin de revaloriser les salaires de vos apprentis et de vos contrats pro. Donc voilà, là le barème, donc je ne vais pas vous le détailler, on va pas s'attarder trop longtemps dessus. Donc le barème des contrats d'apprentissage qui reste le même que celui qui était en vigueur au 1er novembre 2024. Et au niveau des contrats pro, de la même manière, pas de revalorisation des salaires des contrats de professionnalisation. Donc à savoir que c'est toujours important de comparer donc, les barèmes légaux avec les barèmes conventionnels, éventuellement, ou en vigueur dans votre entreprise par rapport à un accord de groupe, un accord d'établissement, un accord d'entreprise. Donc toujours, à chaque fois, toujours bien comparer vos différents barèmes et prendre le plus favorable pour le salarié. Donc, concernant le plafond de la sécurité sociale donc en 2025, donc là, il est revalorisé au 1er janvier 2025. Donc, le plafond annuel est égal à 47 100 €, ce qui représente un plafond mensuel de 3 925 €. Donc là, pareil, on vous a mis les différentes périodicités, le plafond en fonction des différentes périodicités. Sachant que le plafond donc horaire est à 29 €. Donc, en fait, il ne bouge pas par rapport à donc, par un calcul d'arrondi. Il ne bouge pas par rapport au plafond de l'année dernière. Donc, du coup, la gratification obligatoire des stagiaires et, par définition, la franchise de cotisation, elle reste inchangée au 1er janvier 2025. Donc, 4,35 € brut par heure de stage. Au niveau des IGSS, donc là, il y a des évolutions. Donc, les IGSS maladie ne bougent pas parce qu'elles font référence au SMIC. Donc, le montant de l'IGSS maladie, l'IGSS brut maximal est fixé, donc reste fixé comme au 1er décembre 2024 à 53,31 €. Et puis, au niveau des IGSS maternité, accident du travail, maladie professionnelle, donc là, c'est lié au plafond de la sécurité sociale. Donc, les IGSS, donc l'IGSS maximal maternité, paternité et congé équivalent, donc qui est égal à 101,94 €. Et puis, au niveau de l'accident du travail et la maladie professionnelle, donc on a deux taux. On a le taux pour les 28 premiers jours et puis un taux un IGSS à partir du 29e jour. Donc, les 28 premiers jours, 235,69 € et puis à compter du 29e jour, 314,25 €. Alors, donc concernant les cotisations sociales, comme on a pu voir comme David vous a expliqué tout à l'heure, le plafond de la sécurité sociale, les projets de loi n'ont pas abouti, surtout le projet de loi de la sécurité sociale n'a pas abouti, de financement de la sécurité sociale. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de changements en termes de cotisation sociale, en tout cas par rapport à ce que ça aurait dû être si les projets de loi de budget avaient été votés. Donc, je vais laisser la parole à David qui va vous expliquer tous les changements au 1er janvier 2025 concernant les cotisations sociales. Effectivement, donc on va commencer par le versement de mobilité, qui est un versement, une contribution qui n'est pas systématique, puisqu'en fait, pour être concerné par le versement mobilité, déjà, il faut que votre entreprise ait un effectif de 11 salariés et plus, et il faut en plus que votre établissement soit dans un périmètre géographique concerné par ce versement mobilité. Alors, traditionnellement, donc, ce qui est prévu, c'est que les
périmètres, enfin, les règles concernant ce versement de mobilité peuvent évoluer, soit au 1er janvier, soit au 1er juillet. Donc, il y a 2 dates fixes comme ça qui sont déterminées. Donc, nous sommes au 1er janvier et donc, effectivement, il y a eu dans 27 autorités organisatrices de mobilité, donc dans 27 périmètres géographiques, des évolutions. Alors, ces évolutions, elles peuvent être de 3 ordres. Ça peut être le taux qui change, qui va soit à la baisse, soit à la hausse. En général, c'est plutôt à la hausse. Ça peut être la création d'une nouvelle zone de versement de mobilité qui n'existait pas jusqu'ici et vous pouvez être concerné par cette nouvelle zone de versement. Ou bien, il existait déjà une zone de versement mobilité, mais le périmètre de cette zone a été étendu à de nouvelles communes. Et donc, si vous n'étiez pas concerné jusqu'ici, vous pouvez l'être en raison de cette extension, notamment. Alors, à ce sujet, on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des 27 changements qui ont eu lieu. Je vous invite, on va publier prochainement, communément avec Culture RH, Kelio, un livre blanc qui va vous détailler tous les paramètres de paye de cette nouvelle année. Et donc, vous retrouverez le détail de ces 27 changements dans ce livre blanc. Et Est-ce que puis, David, il sera transmis, aux personnes qui assistent à ce webinaire? alors, Par mail peut-être? je ne sais pas s'il va être automatiquement transmis. Je sais qu'il va être publié par Culture RH. Bon, alors du coup, on vous conseille de suivre sur Culture RH et pourquoi pas aussi vous abonner peut-être à la newsletter pour être au fait, dès qu'il y a la publication. Il y aura possibilité, en consultant Culture RH, je pense, d'avoir un lien pour télécharger ce livre blanc. Ça marche. Donc, ensuite, l'étape qui suit, c'est que si effectivement vous notez que vous êtes dans l'une des zones concernées, il faudra aller ensuite sur le site de l'URSSAF où vous avez une page qui vous permet, en fait, en fonction de votre code commune, de déterminer quel est votre nouveau taux de versement mobilité. Voilà pour ce qui était du versement mobilité. On va maintenant enchaîner avec un deuxième sujet concernant les cotisations, et ça concerne là les cotisations d'accident de travail. Alors effectivement, normalement, chaque année, chaque entreprise reçoit un nouveau taux de cotisation accident de travail à partir du 1er janvier 2025. Mais là, comme on l'a évoqué, effectivement, il n'y a pas eu de loi de financement de la sécurité sociale, donc pas d'évolution des taux au 1er janvier 2025. Donc, on est en attente de cette loi de financement de la sécurité sociale. Lorsque celle-ci sera publiée, on l'espère, dans le courant de l'année 2025, eh bien, il y aura de nouveaux taux qui s'appliqueront non pas au 1er janvier, mais qui prendront effet au premier jour du trimestre civil qui suivra cette publication. Donc, admettons que les taux soient publiés dans le courant du mois de février, eh bien, ça prendra effet le 1er avril 2025, sauf s'ils décident de changer les règles à titre exceptionnel compte tenu du fait que cette année, ça n'a pas pu prendre effet au 1er janvier. Là, Ah oui, c'est possible qu'ils rien n'est réadaptent en impossible. fonction de la situation. Il n'y a plus Rien rien n'est d'impossible. Voilà, on perd un peu nos repères avec la nouvel contexte politique. Donc, je vous donne les règles qui sont normalement en vigueur pour le moment. Maintenant, faire évoluer aussi les règles en fonction compte tenu du contexte exceptionnel qu'on vit. Ensuite, je vais vous parler des cotisations d'assurance chômage. Plusieurs changements au niveau des cotisations d'assurance chômage. Alors, tout d'abord, un non-changement, tout d'abord, pardon, le taux de cotisation AGS qui reste fixé à 0,25% au 1er janvier 2025. L'AGS, donc, c'est la cotisation qui permet de prendre en charge les salaires en cas de faillite d'entreprise, de liquidation judiciaire d'entreprise. Bon, le contexte économique n'est pas brillant en ce moment, mais pour autant, il y a beaucoup plus de redressement et de liquidation d'entreprises. Mais pour l'instant, ce taux n'a pas évolué au 1er janvier 2025. Il y aura peut-être une évolution en cours d'année si vraiment la conjoncture continue à se dégrader. Bonne nouvelle à l'inverse, la cotisation patronale d'assurance chômage va diminuer. Alors, pas tout de suite, elle va diminuer au 1er mai 2025. Et on aura donc une diminution de 0,05%. C'est modeste, mais bon, ça fait quand même une diminution du taux de cotisation patronale d'assurance chômage. On parle maintenant du bonus-malus. Alors, attention, le bonus-malus, c'est un dispositif qui permet de moduler le taux de cotisation d'assurance chômage pour certains secteurs d'activité
en fonction du taux de séparation, c'est-à-dire du nombre de CDD qui ne sont pas, on va dire, reconduits ensuite en CDI. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on ne peut pas, dans le cadre de ce webinaire, rappeler toutes les règles. Mais pour ceux qui sont concernés par ce dispositif de bonus-malus, ce qu'il faut retenir, c'est que les règles de fonctionnement qui devaient s'arrêter là au 31 décembre 2024, sont maintenues jusqu'au 31 août 2025. Il y aura peut-être des changements à partir du 1er septembre 2025. En l'état, c'est le statu quo. Il y a juste un impact lié à la cotisation patronale qui diminue, puisque j'ai évoqué juste avant. Étant donné que cette cotisation patronale diminue avant, la diminution du taux de bonus ou de malus de 0,05% sera également répercutée sur le taux de bonus-malus applicable aux entreprises à compter du 1er mai 2025. On poursuit maintenant avec la question des allègements généraux de cotisation. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, on parlait du programme du gouvernement Barnier qui avait prévu un certain nombre de changements à ce titre-là. Et le gouvernement Barnier ayant été censuré, tout a été remis à plat et pour l'instant, on attend le détail des mesures du projet de budget qui lui aussi est totalement incertain compte tenu, encore une fois, du contexte politique. Donc, pour l'instant, on va rester factuel, on va parler de ce qui existe. Donc, la réduction générale de cotisation, elle est inchangée, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'évolution de la formule de calcul à ce jour, contrairement à ce qui était prévu dans le projet initial. Le paramètre T, alors, le paramètre T, c'est dans la formule de calcul, c'est le total des taux de cotisation qui est pris en compte. Eh bien, lui non plus, il n'évolue pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'évolution des cotisations au 1er janvier 2025. Et en particulier, il y avait un changement régulier qui intervenait, c'était la prise en compte des nouveaux taux AT, puisqu'il y avait un taux moyen qui était retenu pour ce paramètre T. Étant donné que ces taux de cotisation n'ont pas évolué, on reste pour l'instant à un coefficient, un paramètre T qui reste inchangé et qui devrait donc évoluer courant d'année 2025 avec les nouveaux taux AT, et puis au 1er mai 2025 avec la diminution de la cotisation patronale d'assurance chômage. On parle maintenant d'un deuxième type de deux autres types d'allègements. C'est la réduction de taux sur les cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocation familiale. Là aussi, il y avait des changements qui avaient été prévus. Eh bien, au final, pas d'évolution de la formule de calcul à ce jour suite à la censure de la loi de financement. Et normalement, en fait, ces réductions se déclenchent jusqu'à une limite de 2,5 SMIC pour la cotisation patronale d'assurance maladie et 3,5 SMIC pour la réduction de taux allocation familiale. Eh bien, il n'y a pas de changement sur ces limites de 2,5 et 3,5. C'est le SMIC au 31 décembre 2023 qu'on retient. Attention, donc pas le SMIC dans sa dernière valeur actuelle au 1er novembre 2024. On reste toujours sur une valeur de 2,5 SMIC ou 3,5 SMIC selon la valeur du SMIC au 31 décembre 2023. Et je profite, David, il y a Katia qui demande est-ce qu'il y a un changement pour l'ODEOM? L'ODEOM, je n'ai pas connaissance d'un changement. D'accord. Concernant, j'ai rien vu passer sur ce sujet. Non, c'est le même principe. On est sur le même principe que la réduction générale, c'est-à-dire au niveau des paramètres T, il y a la fraction AT, MP, en fait, maladie professionnelle, qui fait que le paramètre T évolue. Là, n'a pas évolué parce qu'il n'y a pas de nouveau taux AT. Voilà, donc ça devrait évoluer également au niveau du paramètre T dès que les lois de finances seront votées. Donc, il va y avoir des nouveaux taux AT et puis également une nouvelle fraction qui va faire évoluer le paramètre T, donc probablement fin février, début mars, avril, on n'en sait rien. Mais grosso modo, ce sera courant mars. Je pense qu'il y aura des nouveautés pour les réductions générales et pour les réductions de l'ODM, les autres réductions qui sont calquées sur la réduction générale. C'est le statu quo pour l'instant. Voilà, exactement. Voilà, comme beaucoup d'autres sujets. Oui, tout
année. Je repasse la parole à Laetitia pour la suite des réjouissances. Alors, au niveau des frais professionnels, donc comme toutes les années, on a des revalorisations. Donc, au niveau des frais de restauration, des frais de restaurant, des indemnités de grands déplacements, des frais de mobilité professionnelle également, et frais de télétravail et NTIC, des outils de nouvelles technologies, ordinateurs, téléphones portables, etc. Donc, je vais vous présenter ces différents barèmes. Donc, au niveau des frais de restauration, 1er janvier 2025, donc les frais de nourriture sur lieu de travail, 7,40 €. Frais de nourriture en dehors des locaux de l'entreprise, 10,30 €. Et frais de restaurant, 21,10 €. Au niveau des titres restaurants, donc l'exonération maximale de la participation patronale s'élève désormais à 7,26 € et qui représente une valeur faciale comprise entre 12,10 € pour une prise en charge à 60% et 4,52 € pour une prise en charge à 50%. Au niveau des grands déplacements, donc les indemnités de grands déplacements, donc pareil, on a un barème donc réévalué. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails du barème. De toute façon, vous pourrez récupérer le support de présentation à la suite du webinaire, si je ne me trompe pas. Il est déjà disponible. Voilà, il est déjà disponible. Là, vous pourrez avoir tous les barèmes. Au niveau des frais de mobilité professionnelle, donc on a également un barème qui est revalorisé, donc les indemnités journalières, puis les majorations également par enfant à charge. Enfin, tout le barème a été revalorisé. Au niveau des frais de télétravail, donc on a deux modes de calcul de l'allocation de télétravail. Donc soit en fonction du nombre de jours de télétravail par semaine. Donc là, c'est dans le cas d'un télétravail régulier. Donc, par exemple, une personne qui ferait un jour par semaine de télétravail, admettons le mercredi, il aurait droit à 10,90 € par mois. Et donc, sinon, il y a un deuxième mode de calcul, c'est en fonction du nombre de jours de télétravail par mois. Donc là, c'est par exemple une personne qui ferait, je ne sais pas, 10 jours de télétravail dans le mois. Et donc, c'est 2,70 € par jour avec une limite maximale de 59,40 €. Donc, les salariés peuvent également se faire rembourser les frais des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc on appelle NTIC, et à hauteur, donc une limite maximale de 54,50 €. Donc, ces frais peuvent également être remboursés en frais réels, sur justificatif. Mais là, c'est dans le cadre d'une allocation forfaitaire. Donc, à savoir, une dernière chose, les frais de télétravail et les frais de NTIC ne peuvent pas être cumulatifs. Donc, l'employeur doit soit choisir de rembourser, lorsque c'est dans le cadre du télétravail, peuvent choisir de rembourser soit avec les allocations forfaitaires de télétravail ou les allocations forfaitaires de NTIC, mais les deux ne peuvent pas se cumuler. Au niveau des avantages en nature, donc pareil, il y a une revalorisation de certains barèmes d'avantages en nature, donc nourriture, logement. Et également, il y a une prolongation du régime de faveur donc en 2025, donc concernant les avantages en nature des véhicules électriques et des bornes de recharge. Alors, au niveau de l'avantage en nature, nourriture, donc 5,45 € par repas et 10,90 € par journée. Donc, à savoir, pour le secteur des hôtels, cafés, restaurants, l'avantage en nature repas est égal au minimum garanti, donc qui représente 4,22 € par repas. Donc ça n'a pas évolué parce que c'est basé sur le SMIC, donc le SMIC au 1er novembre 2024. Au niveau des avantages en nature logement, donc là, c'est par rapport à la rémunération brute mensuelle et par rapport au nombre de pièces. Donc voilà, donc le barème a également été revalorisé, donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail du barème. Donc là, une chose assez importante, donc au niveau véhicules électriques et bornes de recharge, donc le BOSS, alors pour le moment, il n'y a pas de base légale, mais le BOSS a annoncé déjà une prolongation du régime de faveur donc en 2025. Donc, à savoir, en cas de véhicule exclusivement électrique, donc l'avantage en nature, elle ne tenait pas compte des frais d'électricité qui étaient engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule. Elle a été calculée après une application d'un abattement de 50%. Donc là, le BOSS a déjà mis à jour les limites pour 2025. Donc, c'est dans la limite de 2 030 € par an. Au niveau des bornes de recharge électrique mises à disposition par l'employeur, donc l'avantage en nature résultant de ces bornes donc est négligé, y compris donc, pour les véhicules qui appartiennent aux salariés. Ce n'est pas nécessairement les véhicules qui appartiennent à l'employeur. Au niveau des bornes de recharge, les bornes de recharge électrique donc installées en dehors du lieu de travail, donc par exemple chez le salarié,
est restitué à l'employeur à la fin du contrat de travail. Donc, l'avantage en nature, elle est aussi négligée. Et concernant les bornes de recharge électrique installées donc chez le salarié, par exemple, mais non restituées à l'employeur à la fin du contrat de travail, donc la prise en charge des frais d'achat et d'installation est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50% des dépenses que le salarié aurait engagées s'il avait lui-même acheté ces bornes de recharge électrique. Et dans la limite de 1 043,50 € en 2025. Donc, pareil, le BOSS a réévalué pour 2025 sans attendre qu'il y ait une base légale à cette prolongation, a déjà réévalué les montants pour 2025. Et donc, à savoir, si la borne elle a plus de 5 ans, les limites, elles sont relevées à 75% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager. Et donc là, c'est dans la limite de 1 565,20 €. Et alors, si la borne, attention, question très technique par Michael, et si la borne de recharge, elle est alimentée par le solaire, est-ce que ça rentre aussi en compte? Alors, particularité là. On a des personnes dans l'audience qui sont très je sens m'avancer, je dirais que oui, mais voilà, c'est ça. Ouais, j'ai pas la réponse comme ça. Je pourrais pas donner une réponse. Ouais, pas sûr à 100%. Oui, c'est alimenté que par le solaire, oui. Après, en soi, ça reste de l'électrique. Ça reste de l'électrique, il y a quand même un coût d'achat. Donc, oui. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas détaillé dans le BOSS. Ce qui est bien précis. Alors, au niveau des sur salaire, donc là, pareil, on a un barème, comme tous les ans, qui est réévalué chaque année. Donc voilà, les différentes tranches de rémunération mensuelle, elles ont été réévaluées et les seuils ils sont augmentés de 143,33 € par personne à charge, bien sûr, sur présentation de justificatif. Donc, le prélèvement à la source et la retenue à la source. Donc là, cette année, il n'y a rien qui bouge. On reste sur les barèmes de 2024. En attendant le vote de la loi de finances pour 2025 qui devrait probablement, si tout va bien, sachant qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a le vote d'une motion de censure, donc voilà. Si tout va bien, ça devrait, les nouveaux barèmes devraient intervenir courant février-mars. Peut-être, oui, je dirais peut-être courant mars, autant que la loi elle passe en Conseil constitutionnel. Enfin, voilà. Donc, pas avant mars en tout cas. Donc, au niveau du prélèvement à la source, donc l'administration fiscale a donné des précisions, c'est que les employeurs ils auront 2 mois, donc à partir de la promulgation de la loi, pour appliquer les nouveaux taux neutres du prélèvement à la source. Et de toute façon, pour les taux personnalisés, ça ne change rien, c'est au 1er septembre le changement. Donc là, voilà, c'est vraiment que sur les taux neutres. Donc, les taux neutres, par exemple, c'est quand vous avez un salarié qui rentre en premier mois, il n'y a pas encore de DSN. Donc, on n'a pas encore reçu les taux personnalisés en retour DSN. Et du coup, on peut appliquer des taux neutres ou sinon, on reviendra plus tard dans une actu DSN, si je ne me trompe pas, David. On va parler aussi de la fin du topaz. Et voilà. Mais vous pouvez faire des demandes par la DSN pour éviter d'appliquer les taux neutres. Mais en tout cas, si vous ne faites pas de demande pour avoir le taux de DSN avant le premier retour DSN, vous pouvez appliquer le barème des taux neutres. Alors, la loi de partage de la valeur du 29 novembre 2023 a mis en place une nouvelle obligation pour les petites entreprises en bénéfice concernant le partage de la valeur. Donc, je vais laisser la parole. Donc là, l'obligation, elle est effective au 1er janvier 2025. Donc, je vais laisser la parole à David qui va vous expliquer tout ça. Effectivement, on en a déjà parlé en cours de nos précédents webinaires, mais effectivement, là, on entre dans le vif du sujet puisque ce dispositif devient réellement obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Donc, c'est l'occasion de faire un focus sur ce dispositif de partage de la valeur pour les entreprises de 11 à 50 salariés. Il y a d'autres dispositifs pour les entreprises un peu plus grandes, mais là, on fait un focus sur cette notion-là. Donc, premier rappel, c'est un dispositif pour l'instant certes obligatoire, mais normalement temporaire, expérimental, jusqu'au 29 novembre 2028, donc susceptible de ne pas être reconduit ensuite. L'avenir le dira.
On peut d'abord se poser la question, rappeler quelles sont les entreprises concernées par ce dispositif. Donc, il va s'agir des employeurs de 11 salariés et plus qui ne sont pas tenus de mettre en place la participation au résultat. Donc, si on entre dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire les entreprises de 11 à 50 salariés qui n'appartiennent pas à une unité économique et sociale de plus de 50 salariés, parce que s'ils appartiennent à une unité économique et sociale de plus de 50 salariés, ils sont tenus de mettre en place la participation au résultat et donc ils ne sont pas concernés par cette obligation. En revanche, une entreprise classique de 11 à 50 salariés sera tenue de mettre en place ce dispositif de partage de la valeur. Il y a quand même un cas de figure où vous pouvez être une entreprise de plus de 50 salariés, mais vous n'êtes pas encore assujetti à la participation au résultat parce que vous savez, pour cette obligation de participation au résultat, il faut avoir franchi le seuil d'effectif depuis plus de 5 ans. Donc, si vous êtes dans cette période transitoire, vous pouvez être concerné puisque vous avez plus de 50 salariés, mais pour autant, vous n'êtes pas assujetti à la participation au résultat et donc vous êtes concerné par ce dispositif de partage de la valeur dans l'attente de l'entrée en vigueur de votre obligation de participation au résultat. Deuxième question qui pouvait se poser, c'est les entreprises qui franchissent ce seuil de 11 salariés, qui était à moins de 11 salariés auparavant, est-ce qu'elles bénéficient d'un délai d'adaptation par rapport à cette obligation de partage de la valeur? Hein, je viens de l'évoquer à l'instant, il y a des délais qui sont prévus par la loi en général pour que les entreprises aient un temps d'adaptation pour se mettre en rapport avec cette nouvelle obligation. Hein, c'est issu de la loi Pacte et donc c'est ce délai général de 5 ans d'adaptation qui est en général prévu. Ça, c'est la règle générale. Eh bien, dans le domaine de ce partage de valeur, on met une petite exception. On a l'habitude des exceptions en matière sociale. Et donc, effectivement, on a une exception puisque là, vous franchissez le seuil de 11 salariés, vous serez tout de suite tenu par cette nouvelle obligation. On va voir ensuite les autres conséquences de cette loi. On a juste une petite question, David, si tu veux bien, Oui. sur le dispositif de partage de la valeur. Claire qui demande est-ce que ça s'applique pour les associations de plus de 50 salariés? Alors, Est-ce que par entreprise, on entend aussi association ou pas, les en fait? associations, le système, le secteur de l'économie sociale et solidaire n'est pas concerné par cette loi D'accord. dont on parlait. Alors, il y a un dispositif particulier qui prévoit que s'il y a un accord de branche étendu qui le permet, il peut y avoir une expérimentation du partage de la valeur spécifique au secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc là, je ne rentre pas dans le détail parce que ça nous amènerait à aller trop dans des explications, mais effectivement, il y a une particularité pour le secteur de l'économie sociale et solidaire qui ne suit pas les règles identiques D'accord. que pour la majeure partie des entreprises du secteur privé. OK. Pour revenir sur les conditions pour être assujetti à cette nouvelle obligation, donc on l'a dit, il y a des notions d'effectifs, et puis il y a aussi le fait d'avoir réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires, et ça pendant 3 exercices consécutifs. Résultat pour 2025, qui est concerné? En fait, ce sont les entreprises qui ont un exercice qui s'ouvre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal sur les exercices 2022, 2023, 2024 et avec à chaque fois au moins 1% du chiffre d'affaires pour ce bénéfice fiscal. Dernier point, pour résumer cette loi qui est quand même riche, c'est quoi en fait une fois que vous êtes assujetti, ça veut dire quoi être assujetti à cette nouvelle obligation du partage de la valeur? Eh bien, ça veut dire que vous devrez remplir cette obligation de partage entre 3 possibilités. Soit vous serez tenu de verser une prime de partage de la valeur avec les avantages sociaux notamment prévus par la loi, soit mettre en place un régime de participation ou d'intéressement, ou bien choisir d'abonder à un plan d'épargne salariale ou de retraite d'entreprise, bien sûr à condition qu'il existe dans votre entreprise. Donc voilà, pour le résumé de ce nouveau dispositif de partage de la valeur, qui est vraiment une nouvelle obligation importante à prendre en compte par les entreprises désormais assujetties à cette obligation. Ça éveille quelques interrogations sur, les entreprises concernées ou pas. J'ai Esther qui redemande une précision, parce qu'elle dit qu'eux, ils sont, une association loi 1901 à but non lucratif. Elle se demande s'ils sont concernés ou pas. Est-ce qu'il y a une source où on peut,
aller vérifier par rapport au statut de l'entreprise? Alors, pour ce qui concerne de l'exception, moi, il faut se référer à la loi, hein. La loi, c'est la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023. C'est celle-là qui fixe les règles. Donc, effectivement, pour les cas très particuliers, effectivement, je vous invite voilà, à vous référer à cette loi-là ou à votre conseil dans ce domaine-là. Effectivement, nous, dans le cadre de ce webinaire, on donne les grandes lignes de l'actualité. On ne peut pas, Oui, effectivement, après sur les cas particuliers, c'est compliqué de répondre, au cas par cas. Hem et est-ce que tu veux bien redonner une définition d'unité économique et sociale, Geneviève qui voudrait, avoir un peu une définition? Alors, l'unité économique et sociale, donc c'est effectivement le cas de plusieurs entreprises juridiquement distinctes, mais qui pour autant ont une communauté d'intérêts à la fois sur le plan économique et au niveau social, qui partagent en fait par exemple des notions de transfert de personnel, etc. Donc, il y a des liens quand même assez forts entre ces entreprises qui font que il peut être considéré que l'entreprise représente en fait une unité économique et sociale. Il y a des enjeux notamment au niveau de la représentation du personnel. On peut être tenu de mettre en place des représentants du personnel. Si, compte tenu de l'addition des effectifs de ces différentes entreprises, on dépasse les seuils pour être notamment concerné par la représentation du personnel, eh bien, on sera obligé de le faire. Il y a aussi il peut y avoir des démarches volontaires pour être reconnu en tant qu'unité économique et sociale. Donc, c'est une notion assez technique, hein. Il faut quand même remplir un certain nombre de conditions, mais effectivement, c'est une notion qui a été dégagée par la jurisprudence parce qu'effectivement, il pouvait y avoir certains employeurs qui fractionnaient artificiellement leurs entreprises justement pour contourner certaines obligations dépendant de seuil d'effectifs. Et donc, cette notion d'unité économique et sociale a été dégagée par la jurisprudence pour éviter les contournements de la loi, les tentations de ce point de vue-là. Très bien et tu sais combien de temps pour, mettre en place ce dispositif? Tu as parlé de 3 exercices consécutifs, mais, Oui. est-ce qu'il y a un délai après d'application ou? Il faut le mettre en place. Là, si vous avez effectivement réalisé un bénéfice fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022, 2023, 2024, il faut le mettre en place là dans le courant de l'année Là, 2020. ouais, d'accord, Au OK, courant de très l'exercice. clair. Il L'exercice faut que ce suivant soit dans le exercice. les 3 années de bénéfice, en fait. Voilà. OK, Donc là, les 3 années de bénéfice, c'est 2022, 2023, 2024. Donc là, c'est 2025. Et ensuite, voilà. Ainsi de suite, jusqu'à. Sachant que c'est une mesure qui est transitoire, enfin, qui n'est, pour le moment, qui n'est pas définitive et qui va rester en vigueur jusqu'en 2028. Donc après, voilà. On va mmh. voir si pour la suite, si cette mesure reste active et pérennisée ou pas. Et au En tout cas, on peut niveau, voir que ça suscite beaucoup je d'interrogations, en rebondis tout sur cas. sur des messages du chat. Vas-y, vas-y. En effet, au niveau de la prime de partage de valeur, là, on ne va pas tout redétailler. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Pareil, dans le boss, hein, vous pouvez trouver également toutes les informations dans le boss, tout à fait, au niveau de la prime de partage de valeur. Et puis, il y a eu aussi des questions-réponses du ministère du Travail où il y a toute une explication sur les modalités de calcul de la prime et puis au niveau du régime social et fiscal de la prime. Donc, c'est Parfait. tout bon. Si c'est bon, on peut passer à la suite. Ok, Ouais, super. ouais. Donc, au niveau des autres actualités paye, dans un premier temps, David va vous parler de la fin des tolérances week-end IJSS et puis ensuite, je vais reprendre la parole pour vous faire un listing des différentes autres actualités paye en ce janvier 2025. Donc, je laisse la parole à David. Très bien, oui. Alors effectivement, on va parler de ce qu'on appelle la fin de la tolérance week-end IJSS. Alors, ça nécessite un peu d'explication parce que je pense que pour de bon nombre d'entre nous, c'était une tolérance officieuse et qui effectivement n'était pas tellement diffusée. Donc, on va d'abord rappeler en quoi consistait cette tolérance. Vous savez que quand on est en arrêt de travail, on a l'arrêt initial et puis ensuite, il peut y avoir une prolongation
de cet arrêt de travail. S'il y a prolongation, bien sûr, on reste dans la continuité du même arrêt et donc il n'y a pas de carence qui est appliquée par la sécurité sociale et donc les IJSS sont appliqués pour chaque jour, compris dans cet arrêt maladie, y compris pour la prolongation. On a découvert effectivement que l'assurance maladie pouvait appliquer dans certains cas des règles un peu particulières quand il y avait une prolongation d'arrêt maladie, mais qui avait été séparée de l'arrêt initial. C'est-à-dire qu'il y avait une petite interruption, souvent par le week-end. Effectivement, quand le médecin n'est pas disponible le week-end, on ne peut pas forcément obtenir tout de suite sa prolongation. Et donc, certains médecins ne faisaient que la prolongation que après le week-end, par exemple. Donc, on avait une interruption. Et néanmoins, par tolérance, compte tenu de ce contexte un peu spécifique d'indisponibilité du médecin, eh bien, il pouvait y avoir l'assurance maladie qui considérait que c'était la continuité, il y avait bien prolongation, et donc des jours qui n'étaient pas couverts par l'interruption entre l'arrêt initial et la prolongation étaient néanmoins pris en charge par la sécurité sociale. Alors, les cas dans lesquels ça se produisait, c'était soit une interruption d'une journée par un férié ou un non férié, donc vraiment pour un délai très court, 2 jours lorsqu'il s'agissait d'un week-end, ou ça pouvait être aussi 2 jours lorsque c'était un jour de week-end plus un jour férié ou non, ou encore 2 jours pour un jour férié plus un jour non férié, ou encore 3 jours pour 2 jours de week-end plus un jour férié ou non. Donc on voit qu'il y avait pas mal de cas, effectivement, où même s'il y avait interruption entre l'arrêt initial et la prolongation, eh bien, l'assurance maladie acceptait de combler cette interruption rétroactivement pour l'application des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc voilà pour ce qui était des règles antérieures. Et ben, on se retrouve brutalement avec des nouvelles règles applicables à compter du 1er septembre 2024. Donc ça fait juste 4 mois que c'est en vigueur, avec une information selon laquelle effectivement cette tolérance cesse de s'appliquer. On attend une communication de la part de la CPM pour donner des précisions sur les nouvelles règles applicables. On a eu des informations comme quoi ça allait venir, puis finalement pas venir. On est un peu dans le flou par rapport à ça, et c'est très dommage parce qu'effectivement, pour les praticiens de la paye, ben, vous savez que désormais, quand on fait la paye, ben, on intègre bien souvent dès le paiement de la paye, les IJSS sans attendre d'avoir reçu des sommes qui sont versées par la sécurité sociale. Donc, c'est bien, dans ce cas-là, d'avoir le mode d'emploi et de savoir comment on doit calculer ces IJSS. Donc, ce serait vraiment très appréciable que la CPM nous donne des précisions dans ce domaine-là. Alors, je vous les livre comme ça. Il y a eu sur un forum, donc pour vous dire au niveau d'information où on en est, des consignes officieuses qui ont été publiées, donc à prendre quand même avec un peu de recul. Mais voilà, tout ce qu'on a pour l'instant pour vous livrer sur le sujet, c'est d'une part que pour des interruptions qui sont inférieures à 48 heures, les jours non prescrits ne seraient pas indemnisés par la prolongation, ne sont pas indemnisés, mais la prolongation, elle, ne serait pas soumise à carence, donc il y aurait reprise immédiate des IJSS à l'issue du délai d'interruption. Pour les ruptures de 72 heures, les jours non prescrits ne seraient pas indemnisés et il y aurait 3 jours de carence. Et dans le cas où il y aurait une interruption de 48 heures qui ne comporte ni jour férié ni week-end, les jours prescrits, eux, ne seraient pas indemnisables et la carence serait appliquée sur la prolongation. Donc, voilà, plein de nuances à prendre en compte et en plus, sans certitude puisqu'on attend vraiment une clarification de la CPM qui serait bienvenue de ce point de vue. Je passe la parole maintenant à Laetitia pour la suite des actualités paye. Tout à fait. Alors, au niveau des pourboires, donc là, jusqu'au 31 décembre 2024, on avait un régime de faveur au niveau de l'exonération sociale et fiscale des pourboires. Donc, une exonération sociale et fiscale, donc des pourboires volontaires versés directement aux salariés ou par l'intermédiaire de l'employeur. Donc, sur certaines conditions, donc c'était notamment il y avait des conditions de revenus, 1,6 SMIC. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette exonération. Et donc, ce régime dérogatoire, il n'est plus en vigueur au 1er janvier 2025, puisqu'il devait s'arrêter au 31 décembre.
sauf prolongation dans la loi de finances pour 2025. Donc ça, pareil, ils vont peut-être revenir dessus, à savoir que le Sénat, lors des discussions parlementaires de fin d'année, avait amendé le texte, donc avait amendé la loi de finances de la prolongation en 2025 de ces mesures-là. Donc il est possible qu'elles soient de nouveau présentes dans le texte qui sera discuté à l'Assemblée et au Sénat courant, on ne sait pas, en fin janvier. Voilà. Donc au niveau du forfait de mobilité durable et du covoiturage, donc il y a des précisions du boss. Donc l'employeur il peut mettre en place le forfait de mobilité durable permettant de prendre en charge donc des frais que le salarié engage pour se rendre au travail avec des modes de transport alternatifs. Et notamment, donc, dans les modes de transport alternatifs, il y avait le covoiturage. Et donc là, il y a une précision du boss qui dit que le covoiturage avec un membre de la famille entre dans le champ d'application du forfait de mobilité durable. Donc, c'est surtout une précision. Donc, voilà, si vous partez, vous prenez la voiture pour aller au travail avec votre conjoint qui ne travaille pas dans la même entreprise ou un enfant ou un parent, et ben, c'est pris en compte ça ouvre droit au forfait de mobilité durable. À savoir qu'au niveau du forfait de mobilité durable, également, le montant, il est abaissé à 600 € là, au 1er janvier 2025. Là, on ne l'a pas précisé dans nos paramètres paye, mais donc il y avait des montants qui étaient supérieurs là sur 3 ans. Et là, il a été, du coup, au 1er janvier 2025, il était prévu qu'il passe à 600 €. Voilà. Et 900 € quand il y a un cumul avec l'abonnement de 50%. Donc, au niveau des activités sportives financées par l'entreprise, donc on a 2 rescrits qui sont intégrés au BOSS. Donc à savoir le financement par l'employeur des activités physiques et sportives ou d'événements sportifs proposés donc à l'ensemble des salariés. Donc, il faut bien que ce soit proposé à l'ensemble des salariés, exclu de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par an et par salarié. Et donc, à savoir, il faut prendre en compte l'effectif N-1. Donc, on prend l'effectif, on fait donc 5% du plafond mensuel, donc la sécurité sociale, fois le nombre de salariés en prenant en compte l'effectif N-1. Et donc, en cas de dépassement du plafond d'exclusion d'assiette, le montant de l'avantage excédant le plafond doit être réparti entre les différents salariés bénéficiaires. Donc là, c'était le premier rescrit, c'était cette précision-là. Et au niveau du deuxième rescrit, dans le cas de l'entreprise de travail temporaire, donc les intérimaires ils doivent bénéficier des activités sportives de la même manière que les salariés permanents de l'entreprise de travail temporaire et sont pris en compte dans l'effectif pour calculer la limite d'exclusion. Donc voilà, c'était une petite précision pour les intérimaires. Et au niveau de l'aide à l'apprentissage, donc le gouvernement a annoncé prolonger l'aide exceptionnelle à l'apprentissage au-delà du 31 décembre 2024. Donc, à savoir, on a l'aide unique à l'apprentissage qui est donc versée sous certaines conditions. Et puis, on avait aussi une aide exceptionnelle à l'apprentissage. Donc, ça va être prolongé. Pour le moment, il n'y a pas de base juridique, mais ça va être prolongé avec des montants qui vont être revus à la baisse. Ok. Tu sais, Laetitia, s'il y a du changement au niveau de la prise en charge, l'abonnement transport public, Magali demande est-ce que c'est du 50%? Est-ce qu'on est toujours à 75%? Alors là, justement, pour le moment, pas d'infos. Il y a le BOSS, dans une actualité, a parlé d'une éventuelle prolongation au niveau des frais professionnels, mais sans rentrer dans les détails. Pour le moment, le BOSS n'a pas mis à jour pour 2025, a bien dit que ça se terminait au 31 décembre 2024. Donc là, je pense que ça va surtout se jouer avec les budgets. Toujours pareil, on est toujours dans une incertitude. Un peu coincé. Peut-être que ça va être prolongé, peut-être que ça ne va pas l'être. C'était prévu normalement que ça le soit, mais voilà, pour le moment, on n'a pas d'infos. Ok. C'est en suspens, voilà, comme dit Magali. Ouais, ok. C'est tout bon? Je peux passer à la suite? Oh oui, tu peux. Super. Donc, au niveau de la saisie sur rémunération, donc on va avoir une réforme de la procédure en 2025. Donc, pour le moment, ce n'est pas au 1er janvier, ce sera au plus tard, au 1er juillet 2025, la réforme. Donc, c'est une déjudiciarisation de la procédure. Donc, la mise en œuvre en fait, de la procédure de saisie sur rémunération, elle sera confiée au commissaire de justice et non plus au greffe du tribunal judiciaire. Donc, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui va changer pour les gestionnaires de paye.
On aura toujours à passer les saisies sur rémunération de la même manière, mais c'est juste au niveau de la procédure et des courriers qu'on va devoir renvoyer, voilà, pour les informations qu'on doit transmettre. C'est seulement cette procédure, en fait, finalement, qui va changer pour les gestionnaires de paye, mais en soi, au niveau de la quotité saisissable et du fonctionnement de la saisie de rémunération, il n'y aura pas de gros changements. Au niveau des titres restaurants, donc on va vers une prolongation des mesures dérogatoires. Donc là, à savoir que là, il y a eu des infos qui étaient toutes fraîches par rapport au moment où on a rédigé le support de présentation. Donc là, le Sénat a voté la prolongation des mesures. Donc là, on y est presque. Voilà, normalement, les mesures, elles devraient être prolongées là, sur 2025. Donc, à savoir que jusqu'au 31 décembre 2024, donc, l'utilisation des titres restaurants avait été étendue aux produits non directement consommables. Donc, en gros, concrètement, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez acheter des pâtes, de la farine avec vos titres restaurants. Et du coup, il y avait eu une proposition de loi qui devait prolonger ces mesures dérogatoires, donc fin 2024, sauf qu'avec la motion de censure et la démission du gouvernement, tous les travaux parlementaires ont été suspendus. Et là, hier, je crois, hier ou avant-hier, le Sénat a voté la prolongation des mesures. Donc, normalement, ça devrait, en tout cas pour 2025, être encore en vigueur. Ah, ok. Alors, au niveau des actualités des scènes, donc on a donc 2 actualités que va vous présenter David. Effectivement, alors 2 actualités. Alors cette année, la DSN, on n'est pas sur une grosse actualité DSN. Ça dépend un peu des années en fait. Il y a des années plus chargées que d'autres. Et là, cette année, on est plutôt sur une actualité calme au niveau de la DSN. Il y a 2 sujets qui nous concernent. C'est tout d'abord la substitution du SADV au service Topaz. Alors, le SADV, c'est le signalement amorçage des variables. C'est un signalement DSN. C'est pour ça qu'on en parle dans le cadre de ces actus DSN. Effectivement, parce qu'il y a la fin de la plateforme Internet Topaz qui avait été annoncée par Net Entreprise au 31 décembre 2024. Donc, cette plateforme Internet Topaz, ça permettait quoi? Ça permettait en fait de récupérer le Topaz personnalisé pour les personnes qui étaient nouvellement embauchées afin d'éviter l'application d'un taux neutre. Laetitia l'a évoqué tout à l'heure, effectivement. Normalement, on récupère le Topaz quand on envoie une DSN. Mais pour un salarié qui a été embauché en début de mois, forcément, on ne récupère ce Topaz qu'après un mois d'emploi. Donc, il y avait la problématique pour les employeurs de pouvoir éventuellement appliquer un Topaz personnalisé dès l'embauche. Et donc, il y avait ce système Topaz qui existait, qui était une plateforme Internet, et qui donc, normalement, doit cesser de fonctionner au 31 décembre 2004. Alors, on a fait les premiers tests. Pour l'instant, ça continue à fonctionner, cette plateforme Topaz, mais c'est très précaire puisque à tout moment, le gouvernement peut décider d'arrêter son fonctionnement. Voilà, il y aura certainement une prolongation peut-être pour quelques mois. On n'a pas de nouvelles, aucune communication officielle par rapport à l'annonce initiale où on nous avait dit que ça s'arrêtait au 31 décembre. On va certainement avoir une communication prochainement, je l'espère quand même, pour avoir un peu de visibilité. En tout état de cause, il y a une alternative qui est ce signalement DSN amorçage des variables qui va remplacer en fait ce service Topaz à terme et qui deviendra le seul moyen pour récupérer le Topaz des salariés embauchés. Donc voilà, ce signalement, c'est comme un signalement arrêt de travail ou un signalement FCTU quand il y a une fin de contrat de travail. Là, vous avez un nouveau salarié, ou vous avez un salarié qui est muté, par exemple. Vous envoyez ce signalement DSN à Net Entreprise et vous récupérez en retour le Topaz du salarié qui sera ensuite appliqué dans votre paye et normalement tout doit pouvoir se faire en automatique si c'est aussi bien fait que dans un autre paye. Parfait. Je poursuis donc sur le deuxième sujet concernant le refus de proposition d'embauche en CDI à l'issue d'un CDD. Donc là, c'est une évolution légale dont je vais vous parler, mais effectivement, à chaque fois qu'il y a une évolution légale, il y a potentiellement des conséquences en DSN. Donc, je rappelle juste le contexte légal. Désormais, lorsque on est à l'issue d'un CDD ou d'un contrat d'intérim, l'employeur, en fait, a l'obligation s'il souhaite embaucher le salarié en CDI, il n'y a pas d'obligation de faire une proposition d'embauche en CDI, mais s'il souhaite le faire, embaucher le salarié en CDI, il doit formaliser sa proposition par écrit, avant le terme du contrat.
Et de plus, si dans ce contexte-là, le salarié a refusé au cours des 12 mois précédents au moins 2 propositions de CDI, donc avec des employeurs différents, avec des conditions d'emploi qui étaient similaires, identiques, hein, même lieu de travail, même conditions de rémunération, etc., alors ça pourrait entraîner pour le salarié la privation des allocations d'assurance chômage, alors que normalement, Mmh. au terme d'un CDD, on a droit au chômage. Eh bien, si on a refusé 2 propositions de CDI, eh bien, l'assurance chômage peut décider de ne pas vous faire bénéficier de l'allocation d'assurance chômage. Donc, pour que France Travail, ex-Pôle emploi, soit au courant des propositions de CDI que les employeurs ont pu faire, ils ont rajouté des formalités administratives. Et notamment, ça se traduit donc par une conséquence en DSN, puisque désormais, l'employeur doit renseigner en DSN une nouvelle rubrique, dont j'ai mis le code barbare ci-dessous, avec refus de la proposition d'un CDI suite à un CDD ou contrat de mission. Donc, si l'employeur est concerné, qu'il a fait une proposition et que le salarié a refusé, il doit le signaler dans sa DSN. Et il devra le faire figurer donc, non seulement dans sa DSN mensuelle, mais aussi dans le signalement de fin de contrat de travail qui aura lieu à l'issue du CDD pour le signaler à Pôle emploi. Donc, nouvelle obligation en DSN et qui, pour autant, ne remplace pas une formalité qui existait déjà dans le cadre de cette loi, puisque, en fait, quand vous êtes dans ce cas de figure, vous devez aussi aller sur un portail Internet dédié à cette obligation déclarative pour remplir un questionnaire pour justifier effectivement et déclarer que votre salarié a refusé une proposition en CDI. Donc voilà, OK. pour ces 2 nouveautés DSN dans votre applicable à partir du 1er janvier 2025. Alors, je te propose juste un petit bond en arrière, parce qu'il y a quelques questions Oui. sur ce sujet-là. Alors, on a une question, c'est: «Et si la société n'a pas encore été immatriculée avec un ciré complet, comment faire un signalement DSN?» Alors là, oui, là, effectivement, on est dans la période transitoire pour une entreprise qui est toute nouvelle. Là, il faut effectivement attendre que l'entreprise ait été immatriculée pour être connue et identifiable par Net Entreprise. Donc là, effectivement, le signalement DSN, par exemple, amorçage des variables, ne pourra pas être appliqué par l'entreprise et l'entreprise ne pourra pas récupérer l'autopass personnalisé et devront donc appliquer l'autoneutre, hein, qui est un barème qui s'applique dans ce cas de figure-là. Donc, Mmh. effectivement, tant que l'entreprise n'est pas immatriculée, ce n'est pas possible de faire des DSN. Et donc, il y a un délai en général de tolérance, notamment pour la DSN mensuelle, pour effectuer ensuite les DSN qui n'ont pas pu être produites dans les échéances légales, en fait. Et je prends juste une dernière question. Ah, je l'ai perdu, là, c'est parti. Non, c'est bon. Il n'y a pas un lien, avec la DPAE et le SADV? Alors non, la DPAE reste à faire, même si vous pratiquez le SADV. Ça reste une obligation complètement à part, hein. Vous devez surtout ne pas considérer que si vous faites un SADV, vous êtes dispensé de faire une DPAE. C'est très important. Maintenant, on imagine qu'à terme, ce signalement amorçage des variables pourra servir de solution de substitution à la DPAE dans un avenir prochain. Ça semble être le sens de l'histoire, mais pour l'instant, il n'y a rien à ce niveau-là. On reste pour l'instant à dissocier vraiment les deux fonctionnements. Ce n'est OK, pas très la même fonctionnalité. Je pense que l'idée très finale, clair. finalement, c'est que tout passe par la DSN. Enfin, moi, c'est mon point de vue, en tout cas, Mmh. de Effectivement, oui. cette DSN, c'est qu'au fur et à mesure, on intègre des choses dans la DSN qui fait qu'en fait, à la fin, on passera que en DSN, en fait, les informations. Je ne sais pas ce que David Exactement, oui. en pense. Voilà. On est Très sur, clair. voilà, ce sera l'idée, c'est de remplacer toutes les déclarations qu'on fait en parallèle par la DSN. OK, très clair. Et alors, allez, dernière question, la toute dernière, après on pourra clôturer. Pour l'obligation de déclaration de refus de proposition d'embauche, quel est le portail, du coup, internet qui est dédié à ça? Ah, bonne question. Alors, j'ai pas le lien là direct à vous donner. On pourra peut-être le communiquer ultérieurement. Je ne sais pas si c'est possible dans le cadre de
Là, je l'ai pas directement en lien. On peut le communiquer a posteriori, ceci dit. Ouais. Bon. On communiquera a posteriori, hein, parce qu'effectivement, c'est bien un portail spécifique. Hein, ce n'est pas le portail de France Travail. Ça se trouve très facilement. Hein, vous tapez sur Internet, dans Google, vous tapez refus de proposition d'embauche en CDI et vous allez avoir normalement le lien. Là, je pourrais le faire en direct, mais c'est vrai que ça va nous prendre encore quelques secondes. Je peux pas. Voilà. On vous communiquera peut-être par la suite de ce webinaire. Hein, mais ça marche. Ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion. Oui, tout à fait. Si vous tapez sur Google, vous allez tomber sur le portail assez facilement. Oui, très bien. Mais écoutez, je pense qu'on arrive au bout de. On est pile à l'heure. On arrive au bout de ce webinaire. Il y a eu énormément de questions et je pense qu'on a a priori répondu, en tout cas à la majorité des questions. C'était très dense, très riche. Comme d'habitude, David et Laetitia, merci parce que vous apportez énormément d'informations. C'est top pour la veille des RH. Je vois beaucoup de remerciements dans le chat, beaucoup de personnes qui sont hyper satisfaites. Un petit mot pour conclure, David, Laetitia? On attend effectivement les nouvelles règles 2025 qui sont en attente avec impatience et en espérant qu'il n'y ait pas trop de rétroactivité parce que ça va évidemment compliquer la vie des gestionnaires. Ça va rajouter des contraintes. Voilà. On va éviter déjà, ça. pour les taux AT, ça a été annoncé, il n'y aura pas de rétroactivité. Effectivement. Voilà, déjà, c'est une chose. Après, on n'a pas d'infos pour le reste. Bon, je suppose que pour la réduction générale, il y aura forcément une rétroactivité parce que c'est des cotisations qui sont sur l'année. Donc, bon, en toute logique, il y en aura. Et surtout, là, au niveau de la paye, c'est surtout le mois de février-mars qui va nous. Il va y avoir beaucoup de choses, probablement. Peut-être moins que ce qui était prévu, ou peut-être autant, ou peut-être plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment là, il faut suivre vraiment l'actualité un peu au jour le jour pour déjà avoir le contenu des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et c'est vraiment ces textes-là qui vont nous dire ce qui va se passer sur 2025. Et parce que pour l'instant, le projet de budget prévoit effectivement des augmentations de recettes. Donc, ces recettes, ça peut éventuellement notamment être sur les cotisations sociales. Donc voilà, on est dans l'attente, on trépigne. Voilà. Restons attentifs, dit Justine dans le chat. Bon, mais écoutez, 2025 s'annonce riche, donc. Hein. En tout cas, merci à vous deux pour cette revue des nouveautés. Moi, je vous retrouve très bientôt sur Culture RH, puisqu'on a un prochain webinaire là, à la fin du mois, où on parlera alors d'un tout autre sujet, mais qui est lié aussi les augmentations annuelles 2025. Les bonnes résolutions à prendre côté rémunération, ça se passera le 28 janvier, si je ne dis pas bêtise, oui, c'est ça, le 28 janvier à 11h. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci David, merci Laetitia, c'est toujours un plaisir d'animer ces webinaires à vos côtés et je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde. Merci Anaïs, merci à tous. Merci. Merci, à bientôt.